C'est bon, donc nous sommes en live sur YouTube en ce moment. J'adore vous retrouver tous les soirs. Donc nous sommes le troisième soir du colloque de Thanks for Nothing en partenariat avec la Serpentine et le magazine Art Review qui traite cette année de la question de l'art, de la durabilité et de l'engagement. Comme je l'ai dit depuis 2 soirs, c'est un nouveau format pour nous puisque c'est un format de colloque en ligne. Les 2 éditions précédentes du colloque sur la question de l'art et de l'engagement s'étaient tenues d'abord à l'École du Louvre en 2018 autour de la figure de Thomas Hirschhorn, puis en 2019 autour de celle de Thomas Saraceno dans le Grand Auditorium du Louvre. Et cette année, pour des raisons que je n'ai pas forcément besoin de détailler, que vous comprendrez aisément, nous avons décidé de le tenir en ligne. C'est l'occasion en fait pour nous d'intensifier aussi les relations internationales de Thanks, puisque, donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en partenariat avec la Serpentine à Londres et avec notamment le projet de General Ecology mené par la curatrice Lucia Petroiuști, que Alex Cecchetti, qui est ici, connaît très bien et avec laquelle il a déjà collaboré. Et le magazine Art Review, qui est un magazine évidemment international, très orienté sur l'Asie également. Et donc, cette année, en 2020, s'est posé la question avec Thanks de se dire comment est-ce qu'on allait trouver un nouveau format et comment est-ce qu'on allait pouvoir répondre à cette situation. Alors, nous ne sommes pas des humanitaires de terrain, nous ne sommes pas au ministère de la Santé, donc nous, notre positionnement, il est ailleurs. Il est dans le fait qu'on peut réunir des voix internationales d'artistes, de penseurs, de philosophes, d'écrivains, de fondateurs d'associations, comme c'est le cas avec Olivier Darnay qui est avec nous ce soir, et des voix qui viennent de tous les pays. Donc, depuis le début de la semaine, on a effectivement eu la chance de recevoir Leila Slimani avec Anna Elpija, de recevoir Lina Lapelite, l'artiste lituanienne qui avait reçu le Lion d'Or à la Biennale de Venise, et de recevoir hier, par exemple, Emmanuel Kochia et aussi Félix Halvax, le directeur général de la Fondation Michelson. Et donc, nous, notre positionnement, c'est celui-là, c'est de dire qu'à l'heure où les frontières se ferment, sont troublées, où un discours honnêtement assez nauséabond sur le resserrement national, si on peut dire, même si on entend très bien évidemment les raisons sanitaires, mais qui alimente un discours politique qui n'est pas dans la ligne évidemment de Thanks for Nothing et de toutes les personnes qu'on reçoit, eh bien notre idée c'est d'ouvrir les frontières, d'ouvrir les voies et de valoriser la voix des artistes et des humanitaires. Et donc, le colloque de ce soir, enfin la rencontre de ce soir est à cette image, puisque je vais donner la parole tout de suite et je vais vous les présenter brièvement à Boris Bergman, qui est actuellement en résidence chez Marguerite Yourcenar, donc un beau moment qu'on va passer avec lui dans les Flandres, dans le nord de la France. Et il va nous partager quelques textes de cette grande auteure du XXe siècle. Alex Cecchetti, qui est ici aussi en direct de la Grèce, dont on voit la mer derrière lui. Et Olivier Darnay, qui, si je ne me trompe pas, est près de Arles. Et voilà. Donc évidemment, je suis ravie de les recevoir ce soir. Ce soir, c'est une soirée vraiment tournée autour de la poésie, puisque Boris et Alex vont nous partager des poèmes, et Olivier est le fondateur, comme je le disais, du Parti poétique. Donc finalement, c'est ce fil conducteur, la poésie, qui va nous accompagner toute cette soirée. Voilà, je vous donnerai rendez-vous de toute façon demain aussi pour la carte blanche qu'on a laissée à la Serpentine et à Lucia Petroiuști, et vendredi à Art Review, dont on va demain matin annoncer et dévoiler le programme. Voilà, pour l'heure, je présente donc brièvement nos intervenants. Donc Boris Bergman, qui est auteur, qui a publié son premier roman à 15 ans, Viens là que je te tue ma belle, et qui a reçu à cette occasion le prix lycéen de Flore, qui en fait a été créé même pour lui. Je crois que c'est bien ça l'histoire. C'était le premier à le recevoir. Il a même été créé pour pouvoir autoriser un jeune lycéen à recevoir ce prix, évidemment. Ensuite, il a publié un très beau roman qui s'appelle Nage libre, Dites-le avec des peurs, 1000 mensonges, et récemment, chez Kalman Levy, Les corps insurgés. Voilà, c'est un magnifique livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui trace le parcours de 3 hommes, un dans la Renaissance italienne, c'est bien ça, Boris.
Absolument. Un jeune homme dans les années 60 et notamment qui confronte son milieu bourgeois au phénomène de mai 68 et un jeune réfugié dans la société contemporaine. C'est un livre absolument extraordinaire. Allez l'acheter si vous ne l'avez pas déjà fait juste après cette conférence. Voilà. Par ailleurs, Boris a été résident à la Villa Médicis, dans laquelle il s'est aussi rapproché d'artistes contemporains. Notamment, il a fait de nombreuses lectures à la galerie Gavin Brown à Rome. Et puis récemment, et il faut le féliciter parce que je crois que c'est le seul avec Éric Baudelaire, dont il me disait tout à l'heure, qui fait un doublé prestigieux puisqu'il sera résident en 2022 de la Villa Kujoyama. Voilà. Aussi, on est très heureuse d'avoir Alex Cecchetti, avec qui on a aussi collaboré. Boris et Alex font partie des artistes avec qui on travaille depuis de nombreuses années, je dois dire. Boris était présent déjà au colloque l'année dernière au Musée du Louvre. Alex, nous l'avions déjà invité sur le pont Alexandre III pour la Nuit Blanche en 2018, où il avait fait une performance magnifique, entouré de corps allongés sur le pont. C'était absolument splendide. Voilà. Et donc, Alex est un poète, un artiste, aussi un chorégraphe. Il fait beaucoup de performances. Il a fait notamment un très beau projet justement à la Serpentine Gallery qui s'appelait Walking Backwards, où il s'agissait d'une déambulation dans les jardins de la Serpentine. Et où il me disait tout à l'heure, il me rappelait que la déambulation nous permettait en fait de faire corps, si on peut dire, avec les plantes, avec les fleurs, qui venaient nous habiter et peut-être même nous transcender jusqu'à une forme de fusion amoureuse et physique dans l'amour, jusqu'à faire l'amour avec les plantes. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est aussi un artiste qui a beaucoup collaboré avec Laure Prouveau, pour lequel, du coup, nous avons initié un projet cette année, puisque pendant le confinement, Thanks for Nothing s'est mobilisé en réagissant à la situation dans laquelle nous étions tous et en proposant un projet nommé par Alex qui s'appelle Poetry Saved My Life, dont le but était de soutenir les femmes victimes de violences conjugales. Donc pour cela, nous avions sélectionné 2 associations, la Maison des Femmes à Saint-Denis, et l'association Dire, qui est le pendant en fait, de cette association qui défend les droits des femmes en Italie. Et là encore, le but pendant le confinement était de collaborer au-delà des frontières avec un artiste italien, évidemment, qui est Alex, mais aussi notre enracinement en France. Voilà, ce projet s'est décliné en des éditions de t-shirts que nous avons vendues, réalisées par Alex, Laure Prouveau et l'artiste et poétesse américaine Ariana Reines. Ils sont toujours en vente, donc vous pouvez en acheter et tous les bénéfices sont reversés à ces associations. C'est une contribution modeste, évidemment, mais en l'occurrence, depuis le début de cette aventure, on a reversé plus de 6 000 € aux associations et finalement, c'est toujours une contribution qui permet de mener des combats, notamment sur la question de l'IVG, qui est un combat très important pour la Maison des Femmes. Voilà, Alex, comme je le disais tout à l'heure, est actuellement en Grèce pour rédiger, écrire, travailler sur apparemment 3 ouvrages. Une de ses prochaines performances, et on peut déjà réserver la date en espérant qu'on pourra voyager à ce moment-là, sera au printemps prochain, au mois d'avril, au Maxi, si je ne me trompe pas. Et on retrouvera voilà, le corps physique, les déambulations offertes par Alex. Voilà, moi je pense que ma partie est ainsi faite et maintenant je laisse la parole et la voix et les mots aux poètes et merci à tous d'être ici. Merci beaucoup Marine et merci. Ouais. Je crois qu'on m'entend super. Merci Marine et merci à Thanks de nous permettre de lire de la poésie parce que c'est assez rare et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. J'ai la chance d'habiter dans l'ancienne maison, la maison où Marguerite Yourcenar a grandi et ce matin j'ai trouvé ce petit livre que je ne connaissais pas dans sa bibliothèque qui s'appelle Les 33 noms de Dieu. Et ça résonne évidemment avec l'actualité et je pense que c'est aussi l'une des forces de la poésie, c'est de pouvoir, face à l'actualité, avoir un autre discours, avoir un autre rapport qui n'est pas celui ni médiatique, ni politique, ni celui du commentaire. Et donc, j'avais envie de lire les 33 noms de Dieu donnés par Marguerite Yourcenar, qui nomme Dieu poétiquement. Par exemple, il y a mer au matin, bruit de la source dans les rochers, sur les parois de pierre, vent de mer la nuit dans une île. On pense peut-être à Alex qui doit écouter ce vent-là en ce moment. Dieu est aussi nommé comme une abeille, vol triangulaire des cygnes, agneau nouveau-né, le doux mufle de la vache, le feu rouge dans l'âtre, le chameau boiteux qui traversa la grande ville encombrée, allant vers sa mort, l'odeur de l'herbe, la bonne terre
le sable et la cendre, le héron qui a attendu toute la nuit, à demi gelé, et qui trouve à apaiser sa faim à l'aurore, une gorgée de boisson, froide ou chaude, le pain, les fleurs qui sortent de terre au printemps, sommeil dans un lit, un aveugle qui chante, cheval qui court en liberté, et les plus beaux noms pour finir, le silence entre deux amis, les chameaux qui s'abreuvent avec leurs petits dans l'oued difficile, la voix qui vient de l'Est, entre par l'oreille droite et enseigne un chant. Donc voilà, je trouvais ça bien de commencer avec ces noms de Dieu donnés par Yourcenar. Et puis, j'avais aussi envie de lire un poème d'un poète beaucoup moins connu, que j'ai lu ce matin parce que c'est un peu une période difficile pour tout le monde. Et justement, le temps de la lecture, qui est presque un hors-temps, qui nous amène comme ça dans un espace qui n'appartient ni à l'actualité, ni aux médiatiques, ni aux commentaires, qui nous sort un peu de ce temps forcé des réseaux, des écrans, etc. Et je dis ça à l'écran, donc c'est évidemment paradoxal. Et j'avais envie de lire ce poème qui s'appelle Aujourd'hui d'un poète méconnu, Jacques Prevel, qui était, pas Prévert, hein, Jacques Prevel, qui était en fait le meilleur ami d'Antonin Artaud. Quand Antonin Artaud a quitté, vous savez qu'Antonin Artaud a été pendant très longtemps dans un hôpital psychiatrique, qu'il a pu finalement un peu quitter. Il revient à Paris pendant peu de temps parce qu'il va mourir quelques mois après ce passage extrêmement douloureux par la psychiatrie. Et il devient ami avec Jacques Prevel, qui est à la fois son ami, mais aussi son dealer, hein, il faut le dire, parce que c'est lui qui va lui trouver. Artaud et à l'époque accro au médoc, et c'est lui qui va le fournir un peu comme ça. Et c'est aussi c'est un fan d'Artaud. Il y a un très beau journal où il raconte comment il essaye à chaque fois de lui montrer ses textes et d'être un peu voilà, dans le sillage du météore Artaud. Et Jacques Prevel, évidemment, n'a pas percé, hein, mais tant mieux, parce qu'il y a des petites perles comme ce poème qui s'appelle Aujourd'hui et qui, je trouve, porte un espoir assez fou. Je vais vous le lire. Aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi 23 juin 1950, ayant franchi la route de la solitude vers la vibrante et fabuleuse cité où mon cœur fut poignardé, j'éprouve que je revivrai. Nous attrapons partout des averses, comme si la joie nous attendait, noyée de larmes. Et je n'ai pas d'autre espoir dans cette ville où mon cœur a battu que de retrouver des hommes et de vivre dans l'effort. Alors j'aime beaucoup ce poème parce que je trouve que c'est un poème de retrouvailles. Et même si voilà, on passe par des moments difficiles, il y a à la fin l'espoir d'une trouvaille, d'une retrouvaille. Et puis il y a cette phrase extraordinaire, hein, j'éprouve que je revivrai, qui n'est pas écrit au conditionnel, mais qui est écrit au futur simple, hein, revivrai au futur simple. Et donc dans les moments difficiles, on en traverse peut-être en ce moment, c'est important d'éprouver qu'on peut revivre. J'éprouve que je revivrai, il faut la souligner. Et on avance toujours un peu on est comme dans une forme de dérive en fait dans la ville. La dérive, c'est un sujet qui m'obsède, qu'on retrouve par exemple dans Les Corps insurgés, dans mon dernier livre, et dans le prochain, Le Roi Vermeil, que Olivier Martineau avait lu pour Thanks for Nothing dans une soirée d'accueil aux personnes sans abri à Paris, qui était un moment très important aussi. Et la dérive, pour moi, c'est vraiment un acte poétique, c'est un acte d'engagement poétique dans un espace qui ne l'est pas forcément en fait. Et la force d'une dérive, pour moi, c'est l'inverse de la géolocalisation. En fait, aujourd'hui, la géolocalisation nous empêche d'être perdus. On sait, même dans une ville étrangère, on sait exactement où on est, quel chemin on va prendre, dans quelle route est la plus rapide pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Et on a perdu en fait cet aspect d'errance qui est une manière poétique de découvrir une ville, de se perdre dans une ville. Et la dérive, c'est remettre en jeu la ville comme un objet poétique, accepter qu'on avance de manière aléatoire au gré des rencontres, au gré des envies. Parfois même c'est un jeu, est-ce qu'on va tourner à droite, est-ce qu'on va tourner à gauche? On ne le sait pas, on joue ça au dé. Et donc c'est quelque chose qui permet en fait de se réengager dans la ville. Et je pense évidemment au jeune Guy Debord, qui avant même d'écrire La Société du spectacle,
quand il avait une revue, il avait proposé cette idée extrêmement poétique, c'était que les lampadaires à Paris aient un interrupteur pour que le promeneur la nuit puisse les éteindre ou les allumer en fonction de son désir. Et je pense que c'est une manière de, de repoétiser la ville, de rendre la ville à nouveau comme un espace poétique. Et moi, j'ai voulu faire ça avec un livre qui est en devenir, qui s'appelle Le Roi Vermeil. Et Le Roi Vermeil, c'est important parce que c'est un personnage. Je vais vous lire le début qui est différent du début que j'avais donné à Olivier Martineau pour vous montrer que ce projet avance. Et le Roi Vermeil, c'est un personnage, on ne sait pas trop quelle est sa nature. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est un vagabond? Est-ce que c'est un personnage en dérive? En tout cas, on connaît sa mission. La mission du Roi Vermeil, c'est recueillir la joie. La joie à Paris, dans une ville où le vivre ensemble est chaque jour un peu plus difficile, où les gens sont pressés, stressés, parfois pire. Et le Roi Vermeil veut contrer cette violence de la ville en trouvant sa poésie. Et pour lui, la poésie de la ville, elle est dans cette joie et elle est dans cette dérive permanente. Et donc, je vais vous lire voilà, ce premier chapitre du Roi Vermeil qui veut redonner la poésie à la ville et donc redonner la joie. Vous voulez savoir. Vous voulez savoir pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi je m'appelle le Roi Vermeil. C'est très simple. J'arpente. À toute heure, par tous les ports, toutes les fentes de la ville, je traverse. Je m'immisce. Je suis d'ici, oui, de Paris, car je l'ai voulu ici et à chaque instant, et je le veux. Je renouvelle le bail, le consentement magique, le lien à la ville, à tout ce qui la compose, tout ce qui s'y fabrique, s'y trame, de romantique et de noirceur, de cris et de coups, de caresses aussi. Tout me compose. Ce qui s'y passe est sous mon règne, car je vois en marchant. J'ai la tête qui scrute dans tous les sens, toutes les directions, tous les ordres elle exécute. Tête pleine, pleine tête, pleinement alliée. Je vois et je m'allie à la ville. Je suis son second, son double, envoyé pour vous. Vous l'habitez sans voir, vous l'habitez sans l'avoir. Vous croyez l'habiter. Vous avez besoin d'aide. Je suis là, Roi Vermeil, pleinement vermeil, pour éclairer, pour montrer ce que vous refusez de voir, ce que vous ne pouvez plus voir, car l'habitude et les coups empêchent, ils noircissent, obstruent. Il faut un grand courage pour ne plus sentir les coups. Je balaye du regard, je vois pour vous. Quoi? Ce qu'il y a autour, ce qui, malgré tout, subsiste, en dessous, interstice, sous la lame, ce qu'il y a autour de vous, la joie. Je vois la joie. Je vois la joie que vous ne voulez plus voir, que vous ne savez plus voir. Je vois la joie. La joie dans cette ville, oui. Paris, la joie. Ça paraît impossible. Contre nature, de l'huile dans l'eau. La joie à Paris. On n'y croit pas. On n'y croit plus. L'habitude, les coups, encore eux, nous ont fait ne plus y croire, ne plus vouloir croire en rien, rien de juste, juste en la violence de la ville et en la mocheté de la ville, de l'impossible ville, Paris, impossible à vivre tout seul, à vivre ensemble, impossible. Trop brouillon, trop bouché, puante, séchée ou froide, ou pauvre, injuste, ah ça, injuste, c'est le bon titre, ça résume bien injuste, ça dit tout. Moi je dis que ça ne dit rien, que ça ne dit pas la joie qui quand même, la joie qui résiste. Donc voilà ces premiers pas dans la ville, hein, cette mission du Roi Vermeil qui lance la dérive. Et ce qui est bien avec une dérive, c'est vraiment un espace poétique où on peut se rendre partout. Et je pense évidemment aux forêts, je pense évidemment aux montagnes, où d'ailleurs il y avait ce poète incroyable, hein, Lens,
Et ça me fait penser à Alex qui va nous lire juste après quelques poèmes. Lenz traversant la montagne et il est comme ça dans sa dérive à travers champs et il dit cette phrase géniale, il dit « Je regrette de ne pas pouvoir marcher sur la tête ». Je regrette de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Ça montre bien l'esprit d'un poète en dérive. Et on va aller jusqu'à Lille, et jusqu'à l'île d'Alex qui va prendre ma suite dans cette dérive où j'ai été ravi de vous emmener. Boris, je t'aime beaucoup. Moi aussi. En fait, à chaque fois, je voyage beaucoup et à chaque fois que je vais quelque part, la première chose que je fais, c'est que j'arrive et je vais quelque part sans regarder le téléphone, sans regarder une carte, sans regarder une map, mais je demande à les gens. Je demande, excusez-moi, comment on fait pour arriver à ce temple-là ou comment on fait pour arriver à ce musée. Je demande. Et la dernière fois, j'ai demandé les étoiles. J'ai pris un scooter et je me suis dit non, je peux lire les étoiles. Je vais lire les étoiles et je trouverai ce temple. Et je me suis perdu. Je me suis perdu. J'ai fait les tours des livres. Je suis rentré chez moi très, très tard. Mais j'étais content. J'étais perdu, mais j'étais content. En tout cas, perdu ou pas perdu, téléphone ou pas téléphone, carte ou pas de carte, on respire. Je respire tout le temps. Et inspirer et expirer, c'est quelque chose qu'on fait sans besoin que quelqu'un nous dise de le faire. On le fait, point. Car si on ne le fait pas, on meurt. Assez vite d'ailleurs. Ce n'est pas comme si on ne boit pas ou si on ne mange pas. Si on arrête de respirer, on crève. Et alors on inspire et on expire. Mais quoi? Mais de l'air. Alors qu'est-ce que c'est? L'air, c'est de l'oxygène, mais qu'est-ce que c'est cet air? Elle vient dans les plantes. Alors si vous avez une plante chez vous, une petite plante, si vous êtes à côté d'un arbre, vous mettez votre main au-dessous de la feuille, en bas, et vous attendez un instant pour ressentir une espèce de fraîcheur dans la feuille. Et quand vous sentez cette fraîcheur, ben, c'est de l'air. Donc la feuille, elle mange la lumière du soleil, et après, comme tous les animaux, comme moi, comme toi, comme chaque animal, comme chaque être, après qu'il a mangé, il relâche. Et ce que la feuille relâche, c'est de l'air. Donc, en fait, notre vie, nous sommes en vie grâce à l'épée des plantes. Ouais, les flautolences des plantes, c'est ce qui nous tient en vie. Le ciel bleu de cette atmosphère, cet magnifique ciel bleu de la Terre, cet air fraîche qu'on respire et qui nous tient en vie, c'est la flautolence des plantes. C'est une liaison astronomique importante, unique et précise entre une étoile, une planète et un arbre. C'est grâce à cette collimation que nous, on est en vie. Alors, si la vie est aussi astronomiquement précise et si inconditionnellement généreuse, pourquoi ne pas faire confiance à la vie? Il faut faire confiance à la vie, car pour ce que la vie nous donne, sans rien demander en échange, elle mérite toute notre confiance. Et si on parle, si ce soir on a entendu la belle voix de Boris qui nous chantait les noms de Dieu, c'est parce qu'on respire. C'est parce qu'on inspire pour vivre et on expire pour chanter la vie. On inspire pour vivre et quand on expire, c'est comme obligé, il faut chanter la vie. On est obligé de la chanter car elle nous tient en vie. Donc encore, on inspire pour vivre et on expire pour chanter. D'ailleurs, parfois quand j'étais petit, j'avais peur de mourir. Alors, un jour, j'avais peur de mourir, j'avais peur que je ne pouvais plus respirer. Et alors un serpent, parce que
il y avait un serpent, il est venu me trouver dans mon lit, arrivé, le serpent, il m'a dit, mais de quoi t'as peur? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu respirais de l'eau, pas de l'air. Les jours que tu moriras, tu respireras quelque chose d'autre. Mais pourquoi les serpents? Parce que les serpents, c'est... Moi, j'adore les serpents parce que comme les serpents bougent, on dirait que c'est un univers, on dirait que c'est une galaxie, une étoile, un sexe masculin, un sexe féminin. En fait, c'est ce que les serpents peuvent nous apprendre, c'est qu'il faut être fluide. En fait, une première règle pour moi de l'écologie, c'est de savoir être fluide. Parce que la pluie, elle tombe, et comme elle tombe, il y a des choses qui naissent. Les glaciers mangent le temps, les rivières mouvent les pierres, les gouttes d'eau sculptent des cavernes, la mer, elle bouge avec la lune, la vapeur monte, les nuages s'envolent, la neige brille et la rosée du matin apparaît. Donc, the more you look like water, the more you go anywhere you please. Il faut de la fluidité. Et quand on arrive à respirer et à se rendre compte du dette qu'on a, de la relation forte, amoureuse, de vie, de justesse qu'on a avec l'astronomie, les arbres, les algues et les flautolences, on se rend compte en fait de beaucoup de choses. Comme par exemple, que rien commence et rien se termine. Chaque chose est bienvenue. No more Big Bang, you know, I hate this Big Bang story. No more beginning, no more ends. Everything is welcome. Surtout quand on est très liquide, on comprend très bien que la masturbation féminine est astronomique. Celle masculine est tellurique. Il faut juste mélanger les deux et avoir du plaisir. Car les vêtements, clothes, have not been invented to cover sex, but to look like flowers. Est-ce que, et quand on commence à parler des choses comme ça, que les serpents et les plantes, ils nous parlent avec des signes, avec des couleurs, avec la vie, avec les respirations, avec des mouvements. Alors le serpent, il m'a dit aussi que si Dieu est dans chaque cœur, dans chaque corps, quand tu viens, quand tu jouis et tu fais l'amour, Dieu a aussi joui. Et si Dieu jouit, vu qu'il est dans chaque cœur, moi aussi j'ai joui, Boris aussi et Marine aussi, donc faites l'amour à Paris, faites l'amour partout, faites l'amour à Rome, en Grèce. Ici, il y a un petit rocher, toute petite comme ça et tout noir. Un mec sur le bateau, il m'a dit, c'est là, c'est les confins, c'est la fin de la Grèce et le début de la Turquie. Et je lui dis, mais toi, tu l'as vu, qui t'a dit ça? Et lui il m'a dit, bah, c'est écrit dans les papiers des hommes. Et je lui dis, bah, mais putain, mais demande aux poissons. Je pense que les poissons, ils n'ont rien à foutre de petites roches. Et la tortue, elle m'a dit, attends-toi parce que tu te trompes. Il y a une tortue ici, chaque matin, tous les jours, elle fait ici et là, ici et là. Elle est très territoriale. Elle regarde bien sa bouffe, neiger, bouger, heureuse. Elle regarde les petits poissons et elle dit, demain, je viens te bouffer. Pas aujourd'hui, demain. Très territoriale, la tortue aussi. Love Mother Nature till she comes.
because in the blooming flower is the hope of the tree. L'espoir, c'est pas seulement une chose humaine. Boris, il a raison, c'est pas seulement une chose humaine. L'espoir, c'est une chose qui appartient à tous les êtres de cette planète, même l'arbre. Sa fleur ouverte comme ça, c'est son espoir. Car la force de gravité n'est rien d'autre qu'un nom stupide pour dire amour. Et je voulais juste terminer avec deux derniers poèmes. Car the most radical, efficient strategy for a durable revolution is education. And the most important education is ecology. Et je voulais terminer avec ça. Sur les territoires, sur Thanks for Nothing, sur l'ouverture des confins, c'est une chose, on peut apprendre de la nature, elle nous apprend toujours quelque chose. Elle nous raconte une éducation, elle nous fait une éducation. My land is the land where I bloom, says the flower. Good night. Eh bien, merci beaucoup. Évidemment, là, c'est le moment où on aimerait quand même être physiquement réunis pour pouvoir vous féliciter, vous applaudir, vous embrasser, faire l'amour. Voilà, enfin, tout ce que vous nous avez inspiré et qui fait beaucoup rire l'équipe de Thanks qui m'entend, là, je le sais. Merci beaucoup, Boris et Alex. À chaque fois, ça fait quand même un certain nombre de fois qu'on se retrouve et je pense qu'il y a là une colonne vertébrale, une structure très forte dans la collaboration qu'on a mise en place ensemble. À chaque fois, je retrouve vos textes effectivement travaillés, retravaillés, développés et je suis, et je le dis au nom de l'équipe aussi, de Thanks, toujours très émue et époustouflée, honnêtement, parce que vous nous livrez. Aussi bien avec Marguerite Yourcenar, sa conception sur Dieu. On est passé, et comme le disait Boris, on a fait une dérive absolument à la fois mystique, mythique, cosmique, tellurique, pour reprendre les mots d'Alex. Et je vous remercie infiniment. On revient du coup avec aussi Olivier Darnay. Et je pense que ça fait, les dernières phrases de Alex font vraiment aussi écho au projet que Olivier a développé, c'est-à-dire comment est-ce que l'éducation et l'écologie s'articulent, comment est-ce qu'il faut enseigner peut-être le chant des plantes, le blooming des fleurs, comme tu disais Alex, dans une conception peut-être effectivement assez éloignée de Dieu, mais dans une conception pragmatique, réelle, tout en étant poétique, puisque Olivier, effectivement, tu as monté le parti poétique. Le nom en lui-même dit beaucoup, je pense, de tout ce que tu as construit depuis 15-20 ans même, dans ta vie, dans ta carrière, en Seine-Saint-Denis, mais aussi sur l'ensemble du territoire français, puisque maintenant tu travailles beaucoup sur le territoire d'Arles. Donc, Alex et Boris, merci infiniment pour ce moment. Je pense qu'on ne devrait plus jamais faire un projet sans vous deux, en fait. Voilà, je vais le dire publiquement. Je suis désolée, mais voilà, peut-être que ça va sonner justement comme un diktat, pas lié à Erdogan et à la situation que tu décrivais, Alex, entre la Grèce et la Turquie en ce moment. On va faire de la géopolitique beaucoup plus poétique, mais peut-être qu'on devrait toujours, en fait, avoir Alex et Boris en dialogue pour les projets de Thanks for Nothing après tout. Voilà, et je laisse la parole, merci à vous, je laisse la parole à Clarisse Dumasy, que vous avez, pour ceux qui étaient avec nous les jours précédents, que vous avez déjà rencontré, qui va vous faire une présentation rapide du projet de Olivier. Et évidemment, Olivier, on te laisse ensuite la parole pour le parti poétique. Et merci pour la poésie à vous deux. Merci Marie. Bonjour, merci Boris, merci Alex pour ce moment époustouflant.
Donc bonjour Olivier Darnay, merci d'être avec nous. Alors donc pour vous présenter rapidement, donc vous êtes l'inventeur en 2000 du miel béton. Vous avez créé à Saint-Denis et de ce que vous définissez comme un laboratoire de pollinisation à ciel ouvert avec plus de 120 ruches et 8 millions d'abeilles. Vous élaborez également autour du principe de pollinisation de la ville différents travaux de recherche mêlant art, sciences et politique, dont en particulier le projet de la Banque du miel que vous réalisez depuis 2009 entre Genève, La Haye et la France. Vous êtes lauréat du prix Cole en 2012 et vous travaillez depuis 2015 à des travaux en lien entre les thèmes de nature, culture et de nourriture. Vous fondez en 2003 le collectif d'artistes Le Parti Poétique qui développe sur 1 hectare à Saint-Denis le projet Zone Sensible, qui est un centre de production d'art et de nourriture et qui reprend la dernière ferme du 19e siècle encore en activité aux portes de Paris. Merci encore d'être avec nous et je vous laisse la parole. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, non. Vous m'entendez? Oui, c'est vrai? Roger? OK. Bon, écoutez, ouais, merci. Je vais prendre cette idée au vol de rester fluide ou de tenter de l'être. Et dans cette idée d'être fluide, moi, la meilleure façon que j'ai eue d'essayer d'être fluide, c'est de faire du miel, en fait. Depuis 20 ans, en travaillant avec un animal qui a 80 millions d'années, en travaillant avec les abeilles, finalement, ce qui m'a intéressé, c'était pas de faire du miel, mais c'était de faire de la pollinisation. Donc, de travailler à quelque chose qui n'est pas quelque chose pour soi, mais de travailler à quelque chose qui appartient à un commun. Et la seule façon que j'ai eue de mettre en route ce projet-là, ça a été de monter effectivement un parti, de construire un parti dans une structure très simple qui est une association loi 1901, donc qui ne cherche pas à faire de l'argent, mais qui cherche à faire quelque chose qui est plutôt un mouvement et que j'ai le sentiment d'être le plus important du monde, c'est-à-dire travailler à la pollinisation. Alors, comme le soir tombe et puis que nos visages sont beaux, mais qu'on pourrait aussi faire une soirée diapositive, j'avais envie, au lieu de montrer nos 4 visages resplendissants, c'est déjà suffisant, mais de faire plutôt quelque chose qui serait une sorte de diaporama, finalement, ça vous évitera de me voir à l'écran, et puis surtout de regarder comment, de façon très concrète, d'une certaine façon, avec le Parti Poétique, on a travaillé à un enchaînement de questions, et de voir comment les premières questions que les abeilles nous ont posées dans la façon qu'on avait d'occuper le monde, on était en mesure d'aboutir à une autre série de questions et comment depuis finalement un peu plus de 15 ans comme ça, les abeilles travaillent à la pollinisation des hommes finalement, travaillent à la pollinisation des esprits aussi, et de voir que la meilleure façon d'être fluide peut-être c'est de produire de la relation. Alors c'est ce que moi je fais avec elle, et si vous êtes d'accord, je vais vous montrer d'une certaine façon comment ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est pas forcément de travailler dans nos cercles, mais de travailler, quand je dis travailler à la pollinisation, c'est travailler aussi à des passages à l'acte, quoi. C'est comment on réussit, tout en étant artiste, tout en étant dans des sensibilités qui nous donnent envie de faire l'amour aux autres, ou la guerre peut-être, ou de se mettre en colère, ou d'utiliser des joies ou des colères pour se mettre en mouvement et pas en marche. C'est de regarder comment du coup on fait à la fois relation, mais on fait mouvement, et qui est un mouvement qui ne concernerait pas les gens d'art contemporain. C'est ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, parce que pour le coup aussi, quand on dit thanks for nothing, on a l'idée peut-être de travailler à l'autre, quoi, et sans prétention, sans considérer qu'on a raison. Mais moi, la chance que j'ai eue, ça a été d'être obligé finalement à une certaine humilité en travaillant avec les abeilles, parce que quand on travaille avec les abeilles, on est d'abord obligé d'être humble. Alors, le truc, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Alors, si je clique là, ça devrait peut-être marcher, et si je fais ça, ça marche peut-être. Alors là, vous allez me dire si vous avez quelque chose qui ressemble à des abeilles dans le ciel. C'est vrai, Roger? OK. Et donc, ce travail de passage à l'acte, finalement, et de pollinisation commence dans le ciel. Quand je disais tout à l'heure que travailler avec un animal de 80 millions d'années, c'est une chance, c'est aussi une aventure, parce qu'elles sont dans une logique d'occupation du monde qui nous a dépassés, puisqu'elles étaient là bien avant nous. Aujourd'hui, les abeilles, elles sont malades de l'homme et elles en meurent. Voilà. Et de cette façon, du coup, un peu troublante de réussir à faire du miel en ville, alors qu'il est devenu de plus en plus difficile à la campagne. Là, on est sur le toit de la mairie de Saint-Denis contre la basilique royale où sont enterrés tous les rois et toutes les reines de France. On a quelque chose de très politique, mais de très troublant, de réussir à faire entre 4 et 5 fois plus de miel en ville que dans la majorité des régions rurales de France, quoi. Et là, ce qu'elles nous disent finalement dans ce passage à l'acte, c'est qu'on est déjà dans un monde qui marche à l'envers. Alors du coup, finalement, ce que l'on fait lorsqu'on est artiste ou lorsqu'on est au Parti Poétique, on travaille à cette lecture finalement de la géographie. Et c'est intéressant, avant de commencer à prendre la parole, à essayer de comprendre où est-ce que l'on habite, quoi. Et les abeilles nous aident à faire ça, parce que d'une certaine façon, on arrive à manger la ville que l'on habite. Alors moi, le village que j'habite, c'est celui-là, quoi. C'est 120 000 habitants,
c'est a priori pas du tout une terre de miel. Et ce qui est joli, quand on travaille à quelque chose qui est très concret, c'est de voir qu'il y a un paradoxe incroyable de réussir à faire du miel ici, lorsqu'il est quasiment devenu impossible d'en faire dans les anciennes terres de miel de nos grands-parents. Alors du coup, moi, je fabrique cette chose comme un apiculteur, mais surtout comme un plasticien. Ce miel de terroir, et il pose des questions sur la façon qu'a la ville de se goûter, de se manger. Et les passages à l'acte, moi, ils m'intéressent en faisant du miel, parce que finalement, c'est plus qu'un discours, quoi. Ça, c'est une démonstration de la possibilité d'abord de valoriser ce que la banlieue permet de faire, et d'être quelque chose qui est à l'éloge de la complexité du monde. Un seul échantillon de miel comme celui-là à Saint-Denis, c'est plus de 250 pollens de fleurs différentes. Donc, c'est déjà une façon d'être fluide, quoi. C'est une fluidité qui est celle de la complexité, c'est l'amour de l'autre, puisque le miel, c'est rien d'autre que l'amour des abeilles pour les fleurs, mais l'obligation qu'on a d'avoir des abeilles sur Terre pour assurer la fécondation, donc pour faire l'amour au vivant, quoi. Et puis, sans vouloir faire du miel, finalement, cette expérience, elle commence avec une ruche, puis 4, puis 8, puis 16, puis 30, et puis je me fais avoir dans cette histoire-là. On devient véritablement, avec le parti politique, un centre d'essaimage, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande densité d'abeilles qui n'est pas là pour faire du miel, mais pour voir comment on arrive à faire du miel de ces paysages humains, de ces paysages urbains. Et puis le premier acte finalement de ce projet du parti politique, ça a été de dire que l'erreur était urbaine, quoi, mais elle est aussi devenue rurale, hein. On se rend compte que les logiques d'agriculture font que l'erreur est rurale aussi. Mais en 2003, je monte ce projet-là. Et l'idée, toujours avec cette idée de travailler grandeur nature, ça a été de voir comment on pouvait poser une ruche sur un trottoir. Qu'est-ce que ça produit, en fait, que de poser 100 000 abeilles sur un trottoir, et comment un préfet de police ne peut pas faire autrement à un moment que de nous autoriser à poser des abeilles sur un trottoir. Je vous montre ça parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on peut. Et d'une certaine façon, l'artiste doit un peu être travailler à ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est partager des folies, des choses qui paraissaient impossibles, et de voir comment la folie des autres donne envie aux autres de fabriquer les leurs, quoi. L'art est peut-être une des façons de le faire. Et donc, cette espèce de butineur urbain, c'était voilà, comment poser 100 000 abeilles sur un trottoir en 30 minutes, et puis de voir comment finalement on s'inscrit là dans une tradition ancienne de transhumance d'abeilles. L'homme a toujours dans ses déplacements déplacé des abeilles, que ce soit à dos d'homme, que ce soit à charrette, que ce soit sur le Nil avec des bateaux ou avec des dromadaires. Et du coup, au Centre Pompidou, lorsqu'on me propose une carte blanche, l'idée, ça a été de voir comment l'outil de la transhumance, de la mondialisation est peut-être devenu cette cellule de mondialisation qui est le conteneur normalisé, et comment on arrive à faire les conditions d'une chambre de pollinisation qui nous permettrait d'enfermer des humains dans une ruche. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment que d'enfermer quelqu'un dans une ruche lorsqu'on n'est pas avec une tenue d'apiculteur ou qu'on est face à 100 000 abeilles sans être derrière une vitre? Est-ce que cela procure en fait sur la redécouverte du spectacle de la nature? Une façon d'être fluide, c'est une façon de redevenir abeille, quoi. Et une façon d'être abeille, c'est une façon de reconsidérer la façon qu'on a, nous, humains, de se donner une autorité sur le monde que l'on n'a pas. Personne nous a donné cette autorité-là. Et du coup, c'est redécouvrir le spectacle fascinant de la nature, mais comme un théâtre de pollinisation, quoi. Donc une image hypnotique, d'hypnose, où on n'a plus besoin de discours d'artistes. C'est une chance. Et de voir en gros qu'on a quelque chose à redécouvrir dans un temps d'arrêt, de proximité immédiate avec ces abeilles-là. Et ce qui est beau aussi, c'est d'une certaine façon la transformation de la peur en curiosité, hein. En fait, de la même façon que le racisme n'est rien d'autre que le résultat d'une peur, d'une méconnaissance de l'autre, on a un truc formidable là, à redécouvrir quelque chose qui est cette proximité d'abeilles et cette transformation du danger en champignons hypnotiques, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les abeilles ont le même effet que des champignons hallucinogènes. Et donc, du coup, d'étape en étape, dans cette transhumance-là, je pose des ruches dans le territoire des abeilles qui est devenu le territoire des hommes. Je transpose ce que les abeilles font aujourd'hui dans des arbres morts. Et donc, je fabrique des pièces qui abritent des abeilles à proximité des hommes. Ça, c'est un feu ruche. Donc, c'est quelque chose qui est encore un ovni de pollinisation. Mais ça permet en gros de produire aussi une diversité des paysages. Et lorsqu'on a par exemple une seule ville là comme Grenoble et qu'on fait 12 installations dans l'espace public avec le parti politique, 12 installations qui abritent des abeilles, on mange une diversité de la ville parce que la ville n'a pas qu'un seul goût. Et cette fluidité-là, elle est au pluriel, quoi. Là par exemple Grenoble, en couleur, c'est 12 miels différents, mais en saveur, c'est aussi 12 miels différents. Donc c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas le monolithe de quelque chose qui serait une identité unique, elle est elle-même le résultat d'une diversité. La fluidité, c'est le pluriel, quoi. Et donc à la
la façon qu'ont les abeilles d'être malades de l'homme et de se dire chaque année que si ça continue comme ça, on mangera peut-être un des derniers miels de l'humanité. Ce miel est un trésor et s'il appartient à la collectivité, peut-être qu'on se doit de le mettre au coffre comme un butin commun, comme quelque chose qui relève non pas de la propriété de l'apiculteur, mais comme quelque chose qui relève d'un service public. Et c'est ce que j'appelle le service public de pollinisation. Peut-être que la poésie, elle sert à ça, peut-être que l'art sert à ça. En tout cas, moi, je travaille du coup en pensant abeilles, comme les pêcheurs à la truite finissent par penser poisson. En 2008, on se rend compte que finalement, les abeilles sont comme les hommes à la croisette de crises, une crise économique et une crise écologique. Et dans ce moment-là, en fait, on a une sorte de chose fulgurante qui montre que les banques n'épargnent personne et qu'on a quelque chose à faire du côté de l'économie. Alors du coup, à Genève, même si Genève est certainement la ville du monde qui a le moins besoin d'une nouvelle banque, je crée les conditions de cette banque du miel. Donc une banque du miel comme une banque de vie, hein, une banque pour la vie. Et du coup, on travaille avec un indicateur de richesse des territoires qui s'appelle l'abeille. Alors cette banque, elle est noire, elle est opaque, elle est à l'échelle d'un secret bancaire. Elle se pose dans le quartier des banques. Dans la partie gauche, on a un coffre-fort qui abrite l'argent des humains. Donc on a de l'argent véritable posé dans une chambre forte. Et à l'extrémité, à gauche, on a une chambre de pollinisation donc, qui abrite les flux monétaires d'abeilles, donc qui abrite 400 000 abeilles. Et entre les deux, je ne sais pas si vous voyez, mais on a un couloir et on opère, nous, au Parti politique, des transferts de fonds. C'est-à-dire qu'on transforme de l'argent mort d'humains en abeilles vivantes. Et qu'est-ce que ça produit, en fait, que de transformer de l'argent mort en argent vivant? Eh ben, c'est quelque chose qui nous permet de regarder, en fait, la façon qu'on a d'inventer une agriculture qu'on dit conventionnelle, mais qui n'a rien de conventionnel, qui produit de l'argent sur une spéculation sur les surfaces agricoles, et puis c'est souvent ce que j'explique, c'est-à-dire qu'on a une courbe de rentabilité qui fait ça, mais on a aussi une courbe de mortalité des abeilles et de tout un tas d'autres animaux formidables. Donc, finalement, cette ascension de l'argent produit une ascension de la mort, donc l'argent produit de la mort. Et donc, si l'argent produit de la mort, est-ce qu'on peut collectivement faire une sorte de diagnostic en faisant un scénario inverse où on transforme l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, on produit de la vie avec un projet artistique. Donc, c'est l'idée de ce compte épargne abeille, donc un compte pour épargner les abeilles. Je disais tout à l'heure que moi, ce qui m'intéresse, c'est des passages à l'acte. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce projet-là, c'est pas uniquement de faire des expositions dans des centres d'art contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est d'associer la population à des questions que les abeilles m'ont posées et qu'elles nous posent finalement, qu'on prend pas le temps d'écouter. Et dans cette idée de compte épargne abeille, l'idée, ça a été de faire une sorte de travail grandeur nature, de regarder comment on pouvait investir de l'argent véritable, qu'on transformerait en abeilles véritables et de voir ce que ça produirait. Et donc, on a eu au début 50 personnes qui ont déposé du vrai argent sur ce compte épargne abeille, puis 100, puis 200, 1000, 2000. Et ces gens ne sont pas actionnaires, ils sont sociétaires d'une banque qui produit de la vie. Et donc la plus-value de ce projet-là, c'est de produire de la vie. Comme à Genève, du coup, le miel, on l'appelait butin. Alors, on a du coup des assemblées générales extraordinaires. Ce que je dis souvent, c'est que ça a permis aux Suisses d'ouvrir des comptes bancaires en France, ce qui est un peu rare tout de même, et de voir dans l'espace public comment on a du coup des rendez-vous qui permettent d'associer à la fois un directeur de théâtre, là c'était au théâtre Saint-Gervais à Genève, des habitants, des vieilles dames, des enfants, des mangeurs de miel, et de créer des conditions aussi de se poser la question de ce que l'on fait aujourd'hui sur Terre, dans la façon d'inventer le monde dit moderne, et de créer du coup des assemblées générales extraordinaires où on réunit tout le monde à la fois autour d'un miel, mais surtout sur l'idée du réinvestissement de l'argent qu'on a collecté. Donc le miel n'est pas l'objectif du projet, le miel est l'énergie du projet, l'argent n'est pas non plus l'énergie du projet, sinon l'objectif du projet, sinon on serait une banque comme une autre. Là, en fait, le miel et l'argent sont l'énergie du projet. Donc ça veut dire que tout ça permet de générer un mouvement. Donc on réunit ces sociétaires, on crée des assemblées générales extraordinaires, on crée des slogans idiots, on crée des espaces de controverse. En fait, on invite deux personnes qui ont un avis contraire sur une question qui aurait été du coup posée sur la table par les abeilles et la présence des abeilles en ville, sur la question de la densité, sur la question du multiculturalisme, sur la question de la pollinisation, etc. Et donc là, à Utrecht, aux Pays-Bas, j'ai fait cette maison, une maison pop, une pop house dans l'espace public, ouverte, mais donc à la fois une intimité ouverte où on crée des débats.
et on crée du coup les conditions là d'une procession bancaire, c'est-à-dire qu'on récolte le miel comme quelque chose qui appartient à la collectivité et on le fait avec des gens en armes, avec des fourgons blindés, puisque ce miel donne l'occasion de traverser la ville et de faire une procession bancaire comme ça où le miel est récolté collectivement et on est ensuite en possibilité de changer la ville et de voir à partir de là comment on se retrouve à créer une communauté d'humains qui se pose la question à la fois de l'écologie et de l'économie. Bon, je vous montre ça rapidement. C'est aussi l'occasion de créer des banquets bancaires, hein, de se poser collectivement la question du partage du butin, finalement. C'est ça qui nous intéresse, de manger des financiers, et puis de regarder aussi comment on investit du temps, peut-être plus que de l'argent, dans un projet, parce qu'en fait, le temps est aussi une énergie, et de voir comment on arrive finalement à faire un mouvement, quoi. Quand je dis tout à l'heure que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément une relation avec un galeriste ou un espace d'art contemporain, mais plutôt l'idée de voir comment on partage nos questions. On partage aussi nos préoccupations avec des vocabulaires, avec des pratiques et avec des transhumances qui sont vraiment sur le terrain des humains, quoi, sur le terrain du quotidien, et de voir comment on intervient aussi dans les quartiers, au sein de tout un tas de communautés, y compris les petits, et de voir comment on arrive à travailler à cette pollinisation. Là, je vous montre quelques images d'autres installations. Là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que finalement, on produisait de l'argent qui était stocké, qui était une énergie morte. Et ce qui est intéressant, c'était de voir comment cette énergie morte, on l'investissait dans un projet vivant. Et donc là, par exemple, voilà, c'est un des résultats on est à Stroom Den Haag, au Centre d'art contemporain de la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Et donc, c'était un des résultats du prix Coal. La Banque de Rennes, ça a été un des résultats de la Banque du miel. C'est-à-dire que c'était en gros un investissement d'une énergie-temps, du temps d'apiculteur qui, au lieu de produire du miel, produisait de la vie. Et donc, c'est une sculpture qui produit de la vie. C'est une sculpture qui a produit plus de 150 essaims, donc un service de pollinisation qui se démultiplie. Donc, le temps, parfois, c'est aussi du miel. C'est de la relation. C'est de l'imaginaire, c'est fluide, comme le sont aussi les questions, hein, comme le sont aussi les réponses, et ça fabrique du coup des rendez-vous. Là, on est au Centre d'art contemporain Stroom Den Haag, au Centre d'art contemporain. On a en fait des rendez-vous qui nous permettent à la fois de partager du vivant. Donc là, ce sont des sociétaires qui partent non pas avec des dividendes, mais qui partent avec des essaims d'abeilles chez eux, qui vont assurer et démultiplier un service de pollinisation. C'est ça, moi, qui m'intéresse, ça va être cette notion de passage à l'acte, voir comment là permet d'augmenter le quotidien, le vivant et le réel, et puis de voir du coup, après je vais aller vite parce que je crois que j'ai mis trop d'images dans cette soirée diapo, mais d'autres installations, non, ça va, où en gros, voilà, là par exemple, quelqu'un qui ouvre un compte épargne abeille met de l'argent dans une capsule et la banque absorbe cet argent et l'injecte dans une ruche. C'est ce qui nous intéresse dans ces histoires-là, c'est d'être à la fois échelle réelle, de voir comment une expertise d'abeille croise une expertise d'humain, et comment tout ça a une réelle capacité d'intervenir dans l'espace du quotidien. Alors là, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'arbres, cette sensibilité que l'on a, et cette relation à l'arbre lorsqu'on est un homo urbanicus dans la ville est forcément plus difficile, et l'idée c'était sur ce projet-là, la République forestière, c'était de travailler à quelque chose qui est une densification urbaine, qui est véritable dans les villes, mais de voir comment on est en capacité aussi d'augmenter la place du vivant dans la ville. Donc, de travailler à un programme de reforestation urbaine en même temps que de reforestation humaine. C'est un travail aussi qu'on a poursuivi l'année dernière dans le cadre de Nuit Blanche avec la forêt en mouvement, avec Sengs, avec cette idée de déplacer une forêt au fur et à mesure que les arbres sont plantés. On est en capacité de créer des mariages entre un humain et un arbre, et de déplacer cette forêt à vélo ou de toute autre façon. Et là, on l'a fait dans un lieu que je vais vous montrer, je vais terminer sur ça, qui est à Saint-Denis et la Cité des Sciences l'année dernière. Alors, voilà, ça c'est un bout de cette relation que l'on retisse entre un arbre et un humain et un urbain, et je vous montre ça comme une des dernières expériences que l'on mène aujourd'hui avec le collectif Parti Poétique. On a, en gros, à Saint-Denis, au nord de Paris, là-haut,
Au 19e siècle, c'était une plaine légumière. On nourrissait les Parisiens, en fait. Et cette plaine légumière qui regroupait une dizaine de villes, c'était 350 familles de maraîchers. Là, on est à Saint-Denis, hein, il y a pas très longtemps, hein, il y a un siècle. Et on produisait des nourritures, oui, terrestres, végétales, qui ventre parisien. Et puis au fur et à mesure que ces 350 familles de maraîchers se sont fait avaler par la ville, finalement, on s'est retrouvé avec une oasis comme ça dans les années. Là, on est dans les années 70, où finalement, en 83, la ville a acheté cette ferme pour la protéger à Saint-Denis. Et puis c'est devenu la dernière ferme du 19e siècle, encore en activité aux portes de Paris. On est à 500 mètres du métro, et la ville qui en est donc communiste, qui en était propriétaire, a fait un concours il y a 3 ans pour reprendre ce lieu. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un lieu de patrimoine culturel très fort, hein, de la même façon que notre alimentation fait aussi partie de notre patrimoine culturel, et qu'il y avait certainement quelque chose de très intéressant sur un temps long, non pas sur un temps de transition urbaine, de regarder comment on était en mesure de transformer cette ferme en un centre de production d'art et de nourriture. Et donc, on a candidaté, on a monté un projet. Donc, je vous montre des images de cette ferme il y a 30 ans, où on faisait des cultures de salade sous des cloches. Incroyable. C'est cette pratique de maraîchage au 19e siècle qui a été à l'origine de la permaculture. Et puis cette exploitation, dans les années 90, c'est devenu une ferme en monoculture de salade. On faisait 1,5 million de salades chaque année. C'était pour nous pas un modèle qui nous intéressait, mais René Kersanté, qui était le dernier maraîcher, a été du coup le roi de la salade pendant plus de 15 ans. Mais on gagne le concours, du coup, de reprise de cette ferme et on gagne un bail, du coup, de 25 ans. Et on récupère ce terrain comme un projet à la fois artistique, écologique, mais aussi humain, avec cette idée d'abord d'être un lieu d'hospitalité à la fois pour le vivant, pour autre chose que des salades, pour une biodiversité culturelle, humaine. Et en gros, au sein du projet artistique, on relève aussi un projet agricole, parce que je considère que la ferme devient un peu l'espace politique des temps futurs, d'une certaine façon. Et donc voilà, de cette image-là, d'une terre sans aucune biodiversité autre que des salades, au bout d'un an, voilà, en dehors d'un dessin que je fais avec des allées, etc., c'est plus de 120 espèces végétales, c'est un nom, c'est zone sensible. C'est un projet artistique qui se mange, en fait, hein, qui se partage, mais qui produit pour le coup de la relation, parce que c'est extrêmement fluide finalement, hein, de ne pas dire qu'on est un centre d'art contemporain et de proposer des légumes à des gens qui ont, comme tous, 3 fois par jour à se poser la question de se nourrir. Mais là, sauf que là, ce qui nous intéresse, c'est à la fois de nourrir l'esprit, le ventre, nourrir peut-être le paysage, nourrir les imaginaires. Aujourd'hui, Zone Sensible, on n'a que 3 ans, hein. Mais c'est devenu un lieu pour des artistes en résidence, pour des chercheurs en résidence, pour des cuisiniers aussi qui viennent nous. C'est un lieu de relation. Alors voilà, ça c'est un bout de l'équipe qui est là. Le parti politique du coup est passé d'une maison qui faisait 150 mètres carrés à 1 hectare. On a ouvert il y a 2 ans et on accueille des formes en même temps qu'on accueille des questions. Ça produit un paysage qui est celui-là, hein. C'est un petit paradis, hein, véritablement, mais c'est surtout un espace de questions. Ça a du goût, mais c'est aussi le goût d'un certain nombre de colères, hein, parce qu'autour, notre voisin immédiat, c'est McDonald's, hein, par exemple, à 20 mètres de là. Depuis, il a brûlé, mais c'est pas nous qui l'avons brûlé, il a brûlé par accident. Bon. Il y avait un McDonald's, donc. Et puis, et voilà, je vous montre ça parce que c'est enthousiasmant. Nous, on se réjouit de faire ça. Aujourd'hui, c'est aussi un jardin d'œuvres, puisque finalement, à chaque fois qu'un artiste en résidence, il produit une pièce qui est une œuvre pérenne, qui s'installe dans ce lieu, on crée un espace aujourd'hui qui est, je le disais, un centre de production d'art et de nourriture. On travaille à quelque chose qu'on peut appeler une médiation, mais le partage des expertises, quoi. Donc c'est à la fois du théâtre, c'est à la fois des concerts, c'est du cinéma en plein air, c'est un ensemble de performances. C'est une logique aussi de maraîchage, parce qu'on doit être à la hauteur d'un rendez-vous ce qui doit surtout être une ferme qui continue de produire de la nourriture. Et produire de la question, c'est aussi produire de la nourriture. Voilà, je vous montre ça. Et j'en termine voilà, dans ces paysages de Seine-Saint-Denis. Et je termine sur cette image. Voilà, merci. À vous les studios.
Oui, c'est ça. C'est effectivement à vous les studios. Depuis 3 jours, j'ai cette sensation. Merci beaucoup, Olivier. Moi, à chaque fois, on s'est donc rencontrés effectivement à Saint-Denis. On est venu voir votre projet. On a été évidemment très impressionnés. C'est la raison pour laquelle on était très heureuse de vous avoir invité. Je dis vous, mais l'ensemble du collectif et du mouvement que tu as monté du Parti Poétique l'année dernière à la Cité des Sciences pour la Nuit Blanche, effectivement 2019. On avait travaillé déjà grâce à vous cette question de la durabilité, de l'écologie, de la reforestation de zones urbaines. C'est honnêtement un projet extraordinaire. Enfin, je veux dire, la démonstration que tu viens faire du passage à l'acte, effectivement, c'est ce qui nous habite, c'est ce qu'on a envie de porter. Je dirais que le lien avec Thanks aussi, il est là. C'est-à-dire que le monde de l'art, comme tu le décrivais, nous, on le connaît depuis 15 ans. On connaît les artistes, les galeries, les directeurs d'institutions. On a eu la chance de travailler dans de très belles maisons et d'y travailler toujours pour mes associés. Et là, voilà, ce qui nous a poussé à monter Thanks, c'est de passer effectivement à l'acte et de reconnecter l'engagement citoyen avec un projet qu'on pouvait porter. Et vous le faites à un niveau qui est évidemment exemplaire, qui nous apprend tous, qui nous donne envie à tous. Évidemment, on trouve que par ailleurs, le concept que tu as développé effectivement autour de la monétisation du vivant, puisqu'on en parlait hier avec Emmanuel Ecochea, sur l'utilité et la façon dont l'homme considère la nature comme simplement un élément qui viendrait abonder dans le sens d'un utilitarisme profond, évidemment est en question. Et vous inversez totalement cette tendance. Je trouve que capitaliser sur autre chose et sur un capital de temps humain et du vivant comme tu le fais est remarquable. Donc, on est tous très admiratifs de ce que vous faites et je te remercie infiniment d'avoir partagé toutes ces actions avec nous. Et si je ne me trompe pas, vous allez certainement aussi accueillir dans quelques années une école, n'est-ce pas, culinaire, tu n'en as pas parlé. Non. Peut-être que… Vous voulez que j'en parle? Non, mais c'est en fait pendant 20 ans j'ai fait du miel et là j'ai envie de le conjuguer au pluriel. Donc je me suis rendu compte que le pluriel de miel c'était mieux. Donc on disait un miel des mieux et mieux c'est le nom effectivement de ce projet qui au début était une académie de cuisine parce que quand on habite une ville comme Saint-Denis qui fait 253 nationalités différentes, c'est une véritable biodiversité culturelle, mais c'est aussi une biodiversité culinaire, quoi. On mange le monde quand on habite une ville comme Saint-Denis et au début, c'était une académie de cuisine qui est en train de devenir une académie du vivant et qui articule nature, culture, nourriture. Donc, ça veut dire que là, on travaille à quelque chose qui est la construction, le montage, le financement d'un espace qui va articuler ces trois thèmes, nature, culture, nourriture, et qui doit nous permettre d'avoir un espace d'exposition de 800 mètres carrés contre la ferme pour 2023. C'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Non, c'est un projet effectivement dont tu m'avais parlé qui est admirable. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot sur le projet de Arles? Et après, je crois que Lara, qui travaille dans notre équipe, a aussi des questions qui nous ont été posées par les auditeurs. Sur Arles, en fait, ce qui est intéressant, c'est un bout de la déterritorialisation. Avec le projet de zone sensible, c'est quand même se lancer dans un vivant au quotidien, c'est un engagement, quoi. C'est-à-dire qu'on ne décide pas de reprendre une ferme lundi et on ne décide pas de l'arrêter le vendredi qui suit. C'est-à-dire que c'est un travail 365 jours par an. Et ce qui était beau, c'était de voir comment on pouvait, maintenant que la banque, que Zone Sensible est lancée, finalement, de voir comment on pouvait reprendre le projet de la Banque du Miel et l'inscrire sur un territoire, sur un temps long, sur un temps de 10 ans, un temps biologique du coup. Et sur Arles, ce que je suis en train d'imaginer, c'est la suite de la Banque du Miel. Et cette suite, elle s'appelle Trésor Public. Donc en fait, j'avais monté un parti, j'avais monté une banque, mais j'avais pas jamais monté un trésor public. Non, mais c'est surtout que j'ai le sentiment que trésor public, c'est la plus belle façon de nommer le vivant. Si on considère le vivant comme un trésor public, peut-être que notre perception au vivant animal ou au vivant végétal, elle est transformée. Et cette notion de trésor, comme j'avais travaillé sur le partage de butin, elle se pose ici sur un projet du coup qui est sur 10 ans sur la région sud et qui a démarré avec Agir pour le vivant l'été dernier avec Actes Sud, qui a été présenté ici cet été et qui va du coup travailler pendant 10 ans sur la question du vivant et la façon de lire, comprendre et encourager et démultiplier le vivant sur un territoire comme la région sud. Voilà. Très bien. Non, mais on retrouve chez toi, c'est une citation de Thomas Hirschhorn qu'on a beaucoup utilisée dans Thanks, puisqu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Une volonté de faire, et évidemment c'est F-A-I-R-E. Et on trouve chez toi cette volonté de faire qui est très impressionnante. Et merci de l'avoir partagée avec nous parce que
c'est évidemment essentiel. Et je passe donc la parole à Lara Ajar qui travaille avec nous et qui a noté les questions qui nous ont été posées. Bonsoir Olivier Darnay. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, nous avons, comme l'a dit Marine, plusieurs questions de nos auditeurs. La première, à plusieurs titres, vous réenchantez la ville dans ce que vous avez fait d'un laboratoire d'exploration. La question porte sur le rapport que vous avez pu créer avec les populations qui traversent ces espaces. Comment fait-on? Est-ce qu'on est satisfait de ça? Quel type de rapport, j'imagine, et comment ça se déploie? Quelles sont les synergies qui ont été créées dans les lieux que vous avez traversés avec votre pratique? Moi, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est de ne pas nommer les choses. C'est-à-dire que c'est toujours embêtant de commencer une conversation en disant « bonjour, je suis artiste » ou d'une autre façon de dire « bonjour, je suis poète ». J'ai envie de dire que ce sont presque des… c'est presque suspect. J'ai envie de dire par là que ce qui est beau, c'est de ne pas avoir à le dire. C'est que la démonstration de cette sensibilité-là, elle se fasse par le travail. Ce qui est joli aussi, c'est de voir que le parti poétique, les gens ne savent pas ce que c'est véritablement. Quand on présente le parti poétique, on ne sait pas véritablement vers quoi on s'engage. C'est éminemment politique, mais c'est éminemment poétique. Et en fait, les deux sont deux mamelles invisibles qui sont nécessaires. Quand on se pose sur un… Alors, dans l'espace public, ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas attendus. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu démarrer ce projet-là dans l'espace public, parce que pour le coup, on ne se pose pas la question d'un public, on ne se pose pas la question de rencontrer le public d'un centre d'art contemporain qui est déjà identifié, qui a déjà des habitudes, qui a presque peut-être même des réflexes. Et ce qui est beau dans l'espace public, c'est que c'est l'espace de l'autre. Donc ça veut dire qu'on est confronté au plus dur de ce qui peut exister. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas attendu, on n'est certainement pas compris. Mais la meilleure façon, du coup, qui me semblait, enfin celle qui me paraissait peut-être la moins stupide, c'était de travailler avec un dénominateur commun qui était un animal sauvage, en l'occurrence l'abeille, et de voir à travers un imaginaire porté par un animal de cette stature-là, et non pas comme un artiste qui poserait ses certitudes ou son ego dans l'espace public, ou son œuvre, ou une sculpture, ou une tentative, de voir comment on arrive avec l'abeille à poser une médiation qui ne dit pas qu'elle relève de l'art contemporain, mais qui amène à un moment sur des terrains, sur des sensibilités, sur des questions qui ne peuvent pas faire autrement, pour nous en tout cas, que de relever de questions qui sont sensibles à l'art, à la culture et à la façon de faire humanité ensemble, quoi. Donc ça a été ça, cette façon de créer de la relation finalement, que j'appelle pollinisation, par l'abeille. Et puis c'est aujourd'hui ça, toujours, mais par l'alimentation et par le ventre, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi une belle façon, peut-être, à un moment, sans dire que l'on est artiste, de se réunir autour d'une table et de voir ce que ça génère que de fabriquer par ricochet une conversation qui porte éminemment sur une question qui relève de l'art ou qui est portée par un artiste, mais qui ne dit à aucun moment qu'elle est signée d'une œuvre ou d'un dispositif artistique ou d'une prétention artistique. Voilà. Merci beaucoup. La deuxième question que j'ai à vous poser, qui en fait fait écho à ce que vous venez de dire, vous avez envahi à plusieurs reprises, et vous nous l'avez montré avec brio, l'espace public, mais vous nous l'avez dit, vous êtes installé depuis quelques années à zone sensible. La question, c'est est-ce que l'on peut parler d'une sédentarisation de votre activité? Et si oui, est-ce que ça a modifié votre propre pratique et votre rapport au public, justement? Oui, bien sûr. C'est difficile d'être partout à la fois, et c'est la meilleure façon de se disperser et de se perdre finalement. C'est joli de se perdre, c'est même nécessaire d'ailleurs. D'où l'intérêt effectivement de ne pas avoir des cartes ou de ne pas avoir de géolocalisation. Là, moi j'ai encore un enseignement qui me vient des abeilles, quoi. C'est-à-dire que elles sont magnifiques, les abeilles, sur la façon de nous parler de géographie, parce qu'elles ne connaissent pas les frontières. Et puis surtout, ce qu'elles font, c'est qu'elles montrent que c'est un espace de mobilité. C'est-à-dire que la ruche n'est rien d'autre qu'un espace de pollinisation et de mobilité. Et elles ne font rien d'autre que d'être en mouvement parce qu'elles ont un centre. Et paradoxalement, elles sont en mouvement parce qu'elles ont un centre. Donc, il faut un centre pour tourner autour. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on était, nous, au Parti Poétique, dans une logique hors sol. C'est-à-dire qu'on était accueillis dans des résidences qui dépassent un calendrier culturel pour être plutôt sur un calendrier biologique. Donc ça nous plaît bien. Mais de voir finalement qu'on apparaissait sur des territoires aussi vite presque que l'on disparaissait. C'est-à-dire que le temps du travail artistique valait pour 6 mois, 1 an et demi. Et qu'à un moment, on fabriquait une sorte de fragilité. Et c'était intéressant de disparaître aussi vite qu'on apparaissait. Mais il ne fallait pas oublier aussi le temps long d'un projet
qui nécessitent peut-être d'avoir un centre. Et donc, ça a été le pari de tenter d'être à la fois en résidence, donc sur des territoires, mais de voir aussi comment on pouvait avoir un quartier général. Et c'est ce qui est devenu Zone Sensible. Donc, il nous a fallu un centre pour tourner autour. Et ce que je peux dire sur ce sujet-là, c'est que c'est dur de faire le pari du lieu. C'est un engagement véritable. C'est les premières années, lorsqu'on veut faire lieu, c'est une mission. C'est pas un sacerdoce, mais c'est un engagement qui nécessite d'être à la hauteur de plein de rendez-vous. Donc c'est un effort considérable, mais on se rend compte qu'ensuite, c'est le lieu qui nous porte. Et ça, c'est assez joli de voir à un moment comment l'effort pour le lieu fait qu'il y a une sorte de retour et de réciprocité où le lieu, à un moment, nous le rend. Et là, c'est ce qu'on découvre avec la ferme. C'est difficile de créer un lieu sur plus d'un hectare, mais on se rend compte que cet hectare, à un moment, devient un territoire qui, en fait, c'est comme fabriquer un sol, quoi. C'est fabriquer un humus qui ensuite nous aide à pousser, quoi. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière toute petite question pour vous. Vous avez dit plutôt dans votre intervention que vos questions initiales en avaient amené des suivantes. Et je me demandais quelle était votre question suivante. Ma question suivante, c'est le trésor public aujourd'hui. Je me dis comment est-ce qu'on peut faire un nouveau trésor public et comment on fabrique une communauté autour de cette notion de trésor qui considérerait le vivant comme le trésor public à protéger à part entière. Ouais. Ça me paraît être une très belle question. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci. Et c'est le moment où je reprends la parole. Écoutez, me voilà encore une fois à vous remercier tous. Je ne sais pas si Boris ou Alex, vous vouliez aussi réagir peut-être au projet d'Olivier. Ok, Alex, reviens parmi nous. So thinking is not in the brain, nor in the guts. Quoi? Not in the guts is all happening between us. Absolutely. Très bien. Je ne sais pas si Boris, tu connaissais... Non, vas-y Alex. D'ailleurs, merci Olivier d'avoir parlé à propos du temps, parce que j'avais écrit il y a un moment un poème et je me demandais est-ce que c'est un poème bien ou pas bien. Et en fait, merci parce que tu m'as donné la conviction que c'est un bon poème. Tant mieux. Ouais. Tu nous le lis, Alex, parce qu'on ne le voit pas très bien. Alors, avec la lumière. Les temps qui n'existent pas, les temps, time, which doesn't exist, les temps qui n'existent pas, on peut le retrouver dans le goût de la pêche. Ah bon? Time doesn't exist. It can be found in the taste of the peach. Dans la pêche ou dans le péché? Dans le goût du péché aussi. Forcément la véritable question. Moi, j'ai juste envie d'ajouter un petit truc. Ça m'a fait penser à ces lieux un peu poétiques, justement, qu'on peut construire en ville pour montrer d'autres chemins. Et il y a un texte extrêmement que je voulais lire au début, mais je n'ai pas eu l'occasion dans mon court passage, donc, qui est extrêmement important, qui s'appelle « Formulaire pour un urbanisme nouveau ». C'est un ami bruxellois très cher, Gilles, qui m'a fait découvrir ce texte. Et ça commence comme ça. « Nous nous ennuyons dans la ville, il n'y a plus de temple du soleil ». Et ça termine par cette phrase un peu mythique qui dit « Il faut construire l'hacienda ». L'hacienda où les racines pensent à l'enfant et où le vin s'achève en fable de calendrier. Il faut construire l'hacienda. Voilà, ça m'a fait penser à l'hacienda, à ces lieux un peu mythiques, ces temples du soleil. C'est un texte magnifique et un texte important qu'un ami cher m'a fait découvrir et qui est là où les dérives mènent poétiquement à des lieux comme ça, des haciendas ou des zones sensibles. Merci encore, Marine. Merci à vous. Écoute, je n'ajouterai... Dernier poème, derrière. Dernier poème, bien sûr. Vas-y, Alex. Les fleurs et les idées, les fleurs et les idées, ils vont très bien ensemble, car les fleurs et les idées sont quelque chose qui fleurissent. Les blue. Flowers and ideas, they go very well together. On peut tellement... blue. On peut terminer sur le blooming à zone sensible, absolument.
Je pense que blooming à zone sensible peut être une belle conclusion. Merci à tous les trois, beaucoup. Et en fait, non, on va faire que des projets avec Alex, Boris et Olivier Darnay. Voilà. Non, vraiment, merci infiniment d'avoir partagé la poésie sous toutes ses formes et le passage à l'acte. Merci à toi. Merci. Et pour les personnes qui nous écoutent, puisque vous êtes nombreux, on vous retrouve demain pour un partenariat avec la Serpentine Galerie, Lucia Petroiusti, qui invite 2 artistes à 18h. Et voilà, et ce sera le 4e jour avant notre conclusion en apothéose avec l'Asie. Et on vous révélera tout ça demain matin. Voilà, merci beaucoup à tous les 3 et je vous souhaite une très belle soirée où que vous êtes. Et évidemment, zone sensible. On était totalement dans une zone sensible ce soir grâce à vous. Merci. Merci.